Bien, merci à toutes et à tous d'être là avec nous aujourd'hui. On remercie donc Monsieur Frédéric Vincent d'être ici avec nous. On a la chance de l'avoir. Donc Frédéric Vincent est un artiste-chercheur qui a fait une thèse notamment sur les artistes curateurs. Et nous avons, avec mon collègue Arnaud Borde, le plaisir de l'inviter au nom du studio Arnomade. Donc pourquoi aujourd'hui Frédéric Vincent ? Eh bien parce qu'il va nous parler justement de ce nomadisme artistique. Et voilà, c'est vraiment c'est super de l'avoir avec nous. Donc je passe la parole. Et merci, bonne conférence. Merci. Merci à vous tous et toutes d'être venus. Je remercie évidemment Clorinde, Arnaud pour leur invitation, les étudiants que j'ai vus tout à l'heure aussi au workshop, puisqu'on a pas mal avancé par rapport à la dernière fois. Donc voilà, j'ai donné en 2020 une conférence au Musée des Beaux-Arts d'Orléans qui était intitulée « Les galeries itinérantes quand l'art se déplace vers le public ». Et pour cette conférence, mes recherches présentaient des galeries itinérantes par ordre chronologique et aussi par type de véhicule. Et pour cette nouvelle présentation des galeries nomades, cette conférence que j'ai appelée « Les galeries itinérantes, un nouveau souffle artistique ou vers un nomadisme artistique », j'ai procédé à une petite typologie de ces initiatives que l'on peut distinguer en 5 catégories. La première catégorie, ce sont les galeries itinérantes artistes. La deuxième, les galeries itinérantes galeristes. La troisième, les institutions. La quatrième, les galeries itinérantes de privés et marques. Et la cinquième, des œuvres d'art ou des lieux comme œuvres, considérés comme tels. Alors, les galeries itinérantes artistes, commençons par cette catégorie. Il existe en fait un intérêt de plus en plus marqué pour les initiatives d'artistes, que ce soit des galeries, des maisons d'édition ou des labels de musique. Ces initiatives commencent à faire de plus en plus l'objet de publications, d'articles ou d'ouvrages, révélant ainsi de leur intérêt historique, mais aussi de leur importance dans leur ancrage dans l'écosystème de l'art. Mais parmi toutes ces initiatives, il en est une qui est souvent oubliée ou écartée, c'est celle des galeries ou des lieux d'exposition itinérants. Ces différentes formes d'itinérance ont la particularité de s'inscrire dans des périmètres tout à fait différents. Privilégiant le nomadisme, ces lieux opèrent dans des territoires aussi vastes qu'une commune, ou même voire même plusieurs pays. Ce qui les réunit, c'est sans doute une intention d'accès à la culture au plus grand nombre. Elles peuvent être publiques, privées, elles peuvent avoir pour objectif de rendre l'art accessible au public. Nous pouvons établir donc une typologie de ces différentes initiatives d'artistes avec des véhicules souvent détournés, des bus, des camions, des ambulances, sont souvent des boîtes sur roues, des boîtes portables, des constructions modulaires transformées, du mobilier d'exposition, du mobilier architectural créé pour l'occasion. Il est possible de considérer pour toute initiative, qu'elle soit privée, publique ou semi-privée, semi-publique, de prendre en considération les personnes à l'initiative de ces lieux mobiles, les artistes, les collectifs, les artistes, les graphistes, les institutions, les marques. Alors, ce qui les réunit, évidemment, c'est aussi la diffusion. Mais avant de commencer de vous présenter différentes galeries mobiles, nous allons commencer par ce livre, un ouvrage singulier de Beth Schiff, qui a été publié en 1936 aux éditions Harbert Whiteman & Company à Chicago, intitulé The Traveling Gallery et illustré par Emma Brooke. Alors Emma Schiff est décédée en 1973 et elle était connue pour écrire des livres pour enfants. Et ce livre nous interpelle non seulement pour le titre, The Traveling Gallery, par sa couverture où on y voit clairement une roulotte transformée en galerie d'art. L'histoire de ce livre raconte en fait les aventures de la petite fille Etty et de son père qui sillonnent la campagne dans une galerie de photos tirées par des chevaux. Ce texte de 1936, à lui seul, raconte presque à sa manière l'histoire de toutes les galeries itinérantes d'aujourd'hui. Alors commençons par un projet aux États-Unis qui s'appelle The Rider Project, qui a été fait entre 2006 et 2007
par Michelle Gambetta. C'est une artiste américaine et l'idée pour elle était simple, c'était de faire circuler des œuvres d'art entre Chicago et New York. Les œuvres sont situées à l'intérieur et à l'arrière d'un semi-remorque qui est simplement aménagé. Il y a des traverses en bois qui font office de simèse et le sol est un plancher collé. Il y a eu plusieurs projets. En décembre 2006, ils avaient commencé par The Emerald City, où les artistes étaient invités à envahir l'intérieur et l'extérieur du camion. Une expédition itinérante sur la biodiversité et la protection de la nature. De son côté, Dan Gunn a joué et détourné la signalétique et les panneaux routiers. Et une autre intervention qui était assez intéressante, c'était celle de Wagner Malta Tavares, qui avait été intervenu dans la cabine du conducteur avec des lumières vertes. Autre projet, toujours aux États-Unis, The Axel Contemporary, qui est à l'initiative de deux artistes, donc Matthew Chesdany et Jerry Wellman, et qui existe depuis 2010. Ils ont en fait acheté et aménagé un camion en aluminium qui date des années 70, et cette structure d'art mobile est basée à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Ils y exposent tout type de médium. La mobilité leur permet non seulement de visiter et d'accéder aux lieux habituels de l'art, mais aussi aux écoles, aux terrains vagues, aux restaurants, aux épiceries et aux rues. Lors de l'aménagement du camion, Matthew et Jerry ont surélevé le plafond et installé des poutres en bois apparentes comme dans un immeuble. L'éclairage est conçu par un système de rails, tandis que l'aluminium de l'extérieur leur permet de montrer des œuvres non encadrées avec un système d'aimant. Axel Contemporary permet d'aller à la rencontre des publics divers. C'est une galerie itinérante, un objet de projet participatif avec le public. Il réalise aussi des séances photos avec les enfants. Et une fois imprimées, elles sont exposées sur les murs métalliques du véhicule. Alors plus proche de nous, un artiste que nous connaissons bien en France, depuis 2011, l'artiste JR a repris l'idée du studio mobile. Le projet est simple, il suffit de sillonner le pays, d'abord installé dans les lieux d'art. Au départ, il a commencé aux rencontres d'Arles en juillet-septembre 2011. Il est allé au Centre Pompidou à Marseille, mai à septembre 2011, à la Galerie Perrotin, qui le représente. Ce projet est né en mars 2011, lors d'une conférence à Long Beach, où il avait déclaré qu'il souhaitait lever et faire aimer, participer à un projet global ensemble et de transformer le monde. Et il avait décidé d'appeler ce projet Inside Out. Donc évidemment, ce projet ressemble à tous les studios photographiques, où l'idée est de réaliser des portraits de personnes voulant bien se prêter au jeu. Mais JR, ici, il retourne la proposition, parce qu'il réalise des portraits de personnes volontaires, et l'idée, comme il rappelle le texte de présentation, c'est de donner à chacun la possibilité de partager avec le monde son portrait et un message. Inside Out offre en particulier et au groupe du monde entier un nouveau moyen de faire passer un message. N'importe qui peut participer et est mis au défi d'utiliser les portraits pour y partager son histoire et de sa communauté. Il existe un site internet qui annonce fièrement, ensemble, transformez vos messages et vos histoires en œuvres d'art. Sur le site internet, nous avons aussi le nombre de pays visités. Donc récemment, quand je suis allé sur le site, c'était 153 pays, le nombre d'actions 2700 et le nombre de portraits exécutés quasiment 60 000. Quasiment 600 000, pardon. En 2013, il y a aussi un documentaire qui a été réalisé. Donc on est là dans un projet avec une vaste possibilité et campagne de communication. Depuis 2010, un autre projet beaucoup plus modeste, mais pas inintéressant, qui est en fait initié par l'association Art Accessible, ça s'appelle la Galerie Ambulante, et qui intervient dans Marseille et dans ses environs, jusque dans la vallée du Queyras. C'est pour ça que j'ai choisi une photo dans l'arrière-pays niçois, près de l'Italie. Et l'artiste Stéphane Gugelmed, il présente un choix d'œuvres, souvent éloignées de l'offre culturelle, souvent éloignées de la situation géographique et sociale aussi. Et c'est aussi, là, une fois de plus, un accès à la culture pour le plus grand nombre. Alors, dans les galeries mobiles, dans les galeries itinérantes, il y a souvent ce détournement de véhicules aménagés de manière très très simple, et cette possibilité, quand on est à l'extérieur et en campagne, de pouvoir investir en fait l'extérieur.
Alors un projet que vous connaissez bien, celui d'Art Nomade, de Chlorinde, Oranoto, une association créée en 1999 basée à Arnac-la-Poste. Je ne vais pas revenir sur tout l'historique de ce projet, je pense que vous le connaissez bien, mais il y a quelques particularités quand même avec le projet d'Art Nomade. Il y a la proposition qui se fait comme une performance participative, qui est une véritable expérience de vie collective, proche du rapprochement de l'art et de la vie souhaité par Robert Filliou. Il y a quand même cette proposition de format qui est unique dans les galeries mobiles, c'est cette triennale. Il y a aussi, ce qu'il faut souligner, la publication, donc comme un lieu d'exposition. Ce lieu mobile, nomade, publie des livres, publie des catalogues. Et il y a aussi, on en parlait tout à l'heure avec Chlorinde, il y a aussi sur le site internet et dans la communication la présence de cartes, de trajets. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas, qui était assez rare d'ailleurs. Il n'y a qu'un autre lieu que vous verrez à Berlin où ils utilisent sur leur site, où ils montrent en fait leurs trajets via des cartes. Et pourtant, c'est presque le principe même en fait de ces galeries itinérantes. Alors l'association La Lune en parachute a fait le Artbus depuis 2006. Donc ils interviennent dans les départements des Vosges par l'intermédiaire d'expositions itinérantes destinées aux collégiens du territoire vosgien. Alors la programmation suit le rythme de l'année scolaire et le bus s'arrête toutes les semaines dans les 15 établissements du département. Donc depuis, alors il y a aussi des actions pédagogiques qui sont menées avec cette association en direction des publics essentiellement scolaires. Alors nous avons aussi l'association Autre Direction qui propose depuis 2016 un programme artistique annuel itinérant dans l'Ariège. Donc il s'agit d'un bus, une surface au sol de 20 mètres carrés, avec un espace de rencontre et de découverte artistique, allant jusque dans les territoires les plus isolés. Donc l'association Autre Direction s'engage, comme ils disent, pour l'égalité des chances sur les territoires ruraux et participe à la diversité des expressions de la création contemporaine. Autre projet, La Borne, créé à Orléans par Laurent Mazuy et Sébastien Ponce. La Borne est active depuis 2009. Il s'agit d'une micro-architecture itinérante dans la région Centre-Val de Loire. Il s'agit là aussi de rendre l'art accessible à tous. Donc la Borne va être active entre 2000 et 2003 avec un bungalow vitrine. Et en 2009, l'aventure de la Borne va reprendre et le mobilier urbain va changer. Donc ça, c'est la première version. Et voilà la version actuelle que l'on connaît depuis 2009. Et elle a été dessinée par un architecte, Bertrand Panéron. Et cette borne est plus petite, mais elle possède désormais 2 vitrines, parce qu'avant, il n'y avait qu'une seule vitrine. Donc là, ça fait 2 points de vue. Et ce projet ambitieux est placé toute l'année dans la région centre, à la cadence de 1 ville par mois. C'est-à-dire qu'en fait, l'exposition dure 3 semaines, et il y a la semaine de décrochage, accrochage et migration de la borne dans la ville voisine. Et comme ça, toute l'année. Ça fait quand même un artiste exposé chaque mois. Alors au fil des saisons, des propositions, ils sont entrés en fait en résonance avec les lieux des villes dans lesquelles ils allaient. Ils vont avoir des commandes. On va leur demander même de revenir l'année suivante. Donc en 2006, la commune de Romorantin a proposé aux membres du Pays au ciel est toujours bleu d'assurer le commissariat d'exposition dans les différentes structures culturelles de la ville, la médiathèque, l'office du tourisme, la salle de spectacle. En 2014, à Blois, ils sont intervenus dans le projet aux arts lycéens et apprentis avec les étudiants, réalisant un workshop de 3 jours en relation avec un lycée. Et depuis le passage de la Borne en 2015 à Pithiviers, ils organisent 3 expositions dans la chapelle. En 2018, ils ont participé au Festival du Son à Mons, et en 2024, ils ont présenté au Parc de Puy à Olivet un travail d'Émilie Breu. Alors un autre projet, la Tin Box, depuis 2007, donc Nadia Russel-Kisson, c'est une galerie œuvres d'art conçue. Alors il y a 5 projets, ce qu'il faut que je vous montre.
C'est cette image-là que vous retrouvez sur le site. Ce sont des micro-architectures mobiles qui oscillent entre œuvres d'art et objets de design, qui ont pour vocation de déplacer l'art contemporain dans la rue ou dans divers lieux dédiés ou non dédiés à l'art. Donc il y a un jeu de mise en abîme de l'œuvre dans l'œuvre. Il existe plusieurs versions de cette tin box, donc une galerie itinérante qui est d'abord débutée en mai 2007. Donc on voit, c'est la première tin box, donc c'est une espèce d'armoire roulante disposée dans l'espace public. Donc il était question de remettre en rapport la question de l'espace et du temps. Dans le fascicule de la présentation de la tin box, elle est annoncée comme une allotopie mobile dédiée aux artistes, aux commissaires, aux critiques désirant appréhender la mise en scène de l'art différemment au sein d'une chasse expérimentale. La tin box numéro 2 va être une vitrine présentant les pièces de Anne-Marie Duroux. La tin box numéro 3, c'est du mobilier de couleur rouge sur roulette. Et plus on va avancer, plus en fait on va s'apercevoir que le projet va prendre de l'ampleur pour arriver jusqu'à la tin box numéro 5, qui est celle-ci. Alors c'est un projet assez équivalent à celui qu'on a vu précédemment. On a vu après qu'il y a la tin box numéro 6 qui est en fait une boîte portative sur le dos, et puis la numéro 7 qui est tractée par un vélo. Alors, dans les documents promotionnels de la tin box, il y a différentes références qui sont convoquées. Parmi les artistes, les curateurs des initiatives mobiles, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Il y a la galeriste Iris Claire, puisqu'on verra qu'elle a elle aussi créé une galerie mobile, et Brian O'Doherty, parce que c'est souvent, on reprend toujours son fameux texte sur le White Cube et sur la critique du White Cube. Bon. Alors ça, c'est un autre projet. Je suis à la fois artiste et commissaire d'exposition, et en 2000, j'ai ouvert un lieu avec Canel Tank à Paris qui s'appelle Immanence, donc qui est un petit lieu d'exposition, un petit centre d'art. Et en 2021, dans le cadre de l'été culturel, nous avons proposé à 2 artistes de créer Immanence en format réduit et de le rendre mobile. Et on avait appelé ça Imamobile. Le cahier des charges pour les artistes était simple, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils pouvaient faire un sac à dos, une valise, dans la poche, un chapeau. Et on a eu 2 propositions, celle de Régis Sénèque, qui est celle-ci, où il avait créé une structure qui est en fait comme un socle, parce qu'on voit en dessous qu'il y a des petites vis, et en fait il peut mettre un pied, en fait, c'est une vraie œuvre en soi. Et on avait demandé en fait à Romain Catenose. Romain Catenose, en fait, on l'avait invité en 2013, donc quelques années avant, pour être commissaire d'exposition à Immanence. Et il nous avait fait une proposition où il avait en fait réalisé Immanence en réduit à l'intérieur d'Immanence. Il avait refait le lieu d'exposition en bois à l'intérieur du lieu. Et les artistes exposaient uniquement dans la version réduite d'Immanence. Donc quand on a pensé à cette idée de galerie mobile, on a tout de suite pensé à lui, parce qu'on repartait sur une réduction du lieu. Alors la Hammersperse Gallery est une initiative faite en 2018 par l'artiste Alem Sudan, qui est basé à Portland dans l'Oregon. Alors lui aussi, l'idée c'est de rendre l'art accessible au plus grand nombre. Il ne choisit pas les artistes en fonction de leur notoriété. Il privilégie un dialogue entre les artistes et les habitants. Donc là, on est sur une espèce de modèle de caravane détournée. La Tata Gallery, qui existe depuis 2017, qui est à Metz. Donc on a là aussi un container détourné. Cette galerie a pour ambition de mettre en contact la jeune création contemporaine avec un public plus large. Ils ont une identité visuelle assez forte et assez reconnaissable, et le but pour eux, c'est d'aller s'implanter sur les différents territoires de la région Lorraine. Autre projet, la roulotte Scarabée de Benjamin Leguerne et Joseph Pavot. Donc là, on est les 2 porteurs du projet et fondateurs et animateurs de la roulotte Scarabée. Eux, en fait, ont créé une activité hébergée, qui est une coopérative d'activité et d'emploi, et une SCOP basée à Rouen.
Et ils ont repris en fait l'idée en fait du spectacle, du cirque et le côté ambulatoire en fait des cirques. Et la roulotte Scarabée porte bien son nom et circule dans toute la région autour de Rouen. Et donc il profite des spectacles, des animations en plein air. Autre projet, à Nantes, la Super Galerie, conçue par deux collectifs, le collectif Vous et le collectif C'est Noté, tous deux issus de l'école d'architecture de Nantes et des Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire. Cette super galerie dépend en fait du service culturel du Crous de Nantes. Il s'agit d'une construction avec une ossature métallique très simple, enveloppée de plexiglas et montée sur une remorque. C'est vraiment quelque chose de très simple et même assez cheap. Alors, on peut parler de cette initiative très curieuse, Galerie on Wheels, de Ania Palvik et Carlos Thomas. Donc c'est un couple franco-polonais. Donc elle est dessinatrice, lui il est vidéaste. Et ils partagent tous deux passions, la création artistique et les voyages. Et donc ils vont réunir leurs passions avec la galerie mobile qu'ils vont appeler Galerie on Wheels, la galerie sur roue. Il s'agit en fait d'une ancienne ambulance anglaise transformée en espace d'art. Leur projet, c'est de soigner les gens à travers le monde avec de l'art. Pour eux, ils utilisent le thème de cure au sens courant de curateur, c'est-à-dire de prendre soin, mais aussi de curatif. Ces deux artistes se sont investis d'une mission artistique, considérant leur projet comme une urgence artistique. Le vocabulaire hospitalier est souvent employé et volontairement employé. Ils désirent faire avancer leurs œuvres, mais aussi celles d'autres artistes. Et au fur et à mesure des rencontres, le long de la route, se forment ainsi des expositions sur roue. Alors on est dans une approche très post-hippie qui rappelle en fait celle-ci, les Merry Prankers, c'est-à-dire les joyeux lurons. C'est un nom d'un groupe psychédélique constitué au milieu des années 60 en Caroline du Nord, qui a été constitué autour de l'écrivain Ken Kesey, avec comme dénominateur commun la consommation intensive de LSD et de marijuana. En 1964, les Merry Prankers vont se déplacer dans un ancien bus de ramassage scolaire décoré de peintures psychédéliques. Le bus est appelé Furter, soit plus loin. Les Merry Prankers les plus célèbres sont Nell Cassidy, l'ancien compagnon de route de Jack Kerouac, figure emblématique de la Beat Generation, de Stewart Brand, le fondateur des World Art Catalog, du groupe Grateful Dead, Sig Anderson, qui fut la première chanteuse de Jefferson Airplane, et de Wavy Gravy, qui était le présentateur du festival de Woodstock. La consommation de marijuana est sans doute le point commun entre nos deux amis, les Merry Prankers et Galerie on Wheels. Autre projet, celui de Kim Holman, le Trailer Park. On va voir plus tard que Bansky a repris cette idée, 7 ans plus tard. Il s'agit d'une caravane aménagée en jardin botanique pour y présenter des plantes à préserver. Donc là, on est dans un projet complètement différent, sûrement plus marginal par rapport aux autres, car ce n'est pas seulement un dispositif scénique qui est activé, mais aussi cette volonté de préservation de la flore. À l'intérieur, les visiteurs pouvaient découvrir 2 bancs disposés le long de la caravane, en son centre 2 grands murs en briques. Parce qu'il existe en fait 2 versions du Trailer Park. Il y a celle de 2006 et plus élaborée, celle de 2017, avec réellement des jardins à l'intérieur en fait de la caravane. Et en 2017, à l'intérieur, on y trouve les plantes, le dispositif qui est très efficace, le public peut circuler. À côté, il y a des grandes jardinières qui ont été disposées à l'extérieur, réalisées en bois. Il y a une ondulation comme ça qui formée par cette assise. Et une fois assis, le visiteur se retrouve au milieu des plantes. Il fait partie intégrante du dispositif. Et ces trailer parks ont été présentés dans plusieurs lieux, aux manifestations emblématiques à New York, dont évidemment à Central Park, au New Museum, au World Maker Faire à Copenhagen Union, au Storefront for Art and Architecture et au Studio Gallery à Stanford Street. Alors Julien Bidet-Emerio a créé, lui, le mobilier d'exposition. C'est un objet composé de plusieurs modules vitrines permettant de scénographier un espace d'exposition. Mais c'est un espace d'exposition en kit. Et les meubles sont entièrement démontables, remontables, modulables et expansibles.
Ce projet a été conçu dans le cadre d'un projet d'exposition mobile du laboratoire culturel de Dourdan, et il propose de déplacer une exposition d'art de ville en ville. Donc cette collaboration s'inscrit dans une démarche visant à présenter l'art en dehors des grands centres culturels. C'est un musée itinérant qui se déplace, qui s'installe ponctuellement dans des zones où l'offre culturelle artistique fait parfois défaut. Ce meuble se veut réplicable et s'invite à l'auto-fabrication. Il offre la possibilité d'être expérimenté, amélioré, redesigné. Les différents matériaux qui le composent sont issus de magasins de bricolage, donc on est fabriqué avec des outils basiques, donc on est vraiment dans l'esprit du do-it-yourself. L'artiste a mis d'ailleurs en ligne le tutoriel pour pouvoir répliquer le mobilier d'exposition. Soulignons que c'est quand même une initiative de partage à signaler. Mais ce qu'on peut aussi signaler, c'est que ce mobilier d'exposition que l'on voit là a été inventé en 1951 par l'artiste Richard Hamilton pour l'exposition Graph and Form. Et il avait étudié, lui, élucidé la notion des cartels. Richard Hamilton remettait en cause la perception visuelle, la volonté pédagogique, assumant en fait une manière d'apprendre en regardant. Les tableaux, les objets, les dessins étaient installés sur des panneaux à claire-voie auxquels étaient associées des projections cinématographiques, le tout éclairé par des flashs lumineux. Cette photo que j'ai prise à la Tate Gallery, c'est dans la salle consacrée à Richard Hamilton et à cette fameuse expo Graph and Form. Autre projet, celui de Vincent Auvray, le MoCo, qui date de 2017 à 2018. Donc Vincent Auvray est designer, il est directeur artistique de l'Unique, basé à Caen. Donc cet espace d'exposition produit des expositions dans l'espace public, dans un container. Voilà, c'est quelque chose de très simple et que l'on voit dans beaucoup d'endroits. Voilà une projection, une image d'artiste. Donc les containers, il existe, si on va en Hollande, en Allemagne, dans le nord de l'Allemagne, au Danemark, c'est le genre de choses que l'on voit beaucoup. Alors, parmi les différentes initiatives d'artistes que j'ai ajoutées et que j'avais oubliées, c'est les initiatives d'artistes amateurs. Et là, je pense à Wendy Bay qui a créé la Floating Art Gallery. Donc déjà, nous sommes non plus sur un véhicule roulant, mais flottant. Et depuis 2013, elle a installé en fait sa galerie d'art amateur sur une péniche en Angleterre. Autre projet très intéressant, celui de Arnoldo Hurtado, la Art Cream Gallery. Alors comme son nom l'indique, il s'agit d'un ancien camion de glace qui a été transformé en galerie. Ce camion avait servi de camion de poste avant et il l'avait acheté en Floride sur Internet. Alors Arnoldo Hurtado raconte lui-même, je l'ai trouvé sur Craigslist, je suis allé le chercher et petit à petit, c'était une expérience artistique mobile, je l'emmène dans les coins de la ville, par hasard, je l'ouvre, je le partage mes œuvres avec les gens. Alors dans un premier temps, Arnoldo Hurtado va sillonner les alentours de la ville sans trop savoir où aller. Et puis un jour, il va emmener son camion dans le quartier latino d'Austin. Et cette expérience va littéralement changer sa perception de la galerie mobile. Les habitants du quartier vont s'approcher du camion et lui demander qu'est-ce que c'est. Et il va leur répondre qu'il participe à la tournée des studios d'East Austin. Et Hurtado va se souvenir qu'il vient lui-même d'un quartier difficile du nord de Fort Worth, un quartier populaire principalement peuplé de familles hispanophones. Sa rue, c'est la 27e rue Northwest, qui était en proie à de gros problèmes. Quand vous lisez les problèmes qu'il raconte, c'est assez édifiant. Hurtado va passer du statut d'artiste visuel à celui d'activiste ou d'artiste engagé dans des pratiques sociales. Il va créer la Comunidad 27, un groupe de voisins qui plantent des arbres. Il organise des repas partage avec la police du quartier, des festivals de Noël latinos, et la galerie d'art mobile va recréer du lien social entre la population qui s'ignorait depuis des années. Aujourd'hui, il affirme lui-même qu'il est temps de faire du quartier Nord une destination culturelle. Et il ajoute, si on n'obtient pas de financement ou de soutien de la ville, on le fera nous-mêmes, car on a ce pouvoir-là. Donc le camion Ice Cream, c'était la première phase. La deuxième phase est aujourd'hui un projet de fresque murale qui s'appelle Convivio.
C'est des fresques murales avec la communauté hispanophone, donc il va créer de l'inclusion, et il est convaincu que les entreprises locales vont lui offrir des espaces muraux, et il va ainsi pouvoir y trouver ou détecter quelques talents dans ce quartier d'Austin. Alors un autre projet, celui de l'artiste Sarah Quinn. Sarah Quinn est la fondatrice de la Shoebox Art. C'est une galerie d'art mobile installée dans une remorque de 5 mètres de long. La Shoebox Art se concentre sur la vente d'œuvres d'art locales à petit budget, dans des espaces restreints, à Vancouver et dans les environs de Vancouver. Sarah Quinn y vend des estampes, des tissages, des peintures originales, des articles cadeaux, des cartes de vœux, des aimants. Et elle n'expose que les artistes locaux de la Colombie-Britannique. La galerie a été conçue avec des matériaux de construction provenant de petites entreprises locales. Les activités quotidiennes fonctionnent à l'énergie solaire afin de réduire l'impact environnemental. Cette Shoebox Art Gallery, c'est un symptôme presque de notre époque, avec cette volonté d'éco-responsabilité et cette volonté de faible impact environnemental. Voilà Sarah. Alors, autre projet au Canada, NWT Art Gallery, qui existe depuis 2010 et qui s'était formé autour de l'église du centre-ville de Yellowknife au Canada. Yellowknife, c'est la capitale de la plus grande ville des territoires du nord-ouest du Canada, située sur l'estuaire de la rivière Yellowknife dans le nord des Grands Lacs des Esclaves. Ils ne sont seulement qu'à 500 km du cercle arctique. Donc en fait, ils sont très isolés. La première présidente de la galerie, c'est Rosaline Mercredi. Elle est propriétaire de la galerie Down to Earth de la ville, qui avait fêté ses 10 ans en 2020. Et cette galerie, c'est une roulotte qui parcourt les territoires du nord-ouest du Canada. Donc c'est un centre communautaire, autogéré par les artistes de Yellowknife. Cette région ne dispose pas de véritable maillage de galeries et d'espaces d'exposition. Les artistes sont livrés à eux-mêmes. Et l'artiste Casey Cossen, qui a pourtant une maîtrise aux Beaux-Arts de l'Université de Manitoba, était très content d'exposer dans cette galerie parce qu'il dit lui-même « Cela m'a vraiment aidé à pouvoir présenter mes œuvres dans un environnement propice à l'esthétique des Beaux-Arts. » Parce que nous, là où on est situé, on expose dans des cafés, des pubs ou quelque chose de ce genre-là. La Roddy Gallery, qui existe depuis 2013, fondée par les artistes Ellis Graham et Aaron Graham. Là aussi, nous sommes dans un van transformé en galerie et qui circule aux États-Unis de ville en ville. Donc c'est des éléments assez simples. En plus, il y a toujours les quelques marches là à monter, les affichages en extérieur, la programmation. Autre projet. En France, dans le nord de la France, GAM, pour Galerie d'Art Mobile, c'est Émilie Verhagen qui est l'artiste, qui ne connaissait pas en fait l'histoire des galeries d'art mobile. Elle s'est inspirée des crèches itinérantes pour imaginer sa galerie d'art mobile. Et elle dit, pour moi la culture c'est un droit, et je veux que tout le monde y ait ce droit, quel que soit l'endroit où on habite, il faut avoir ce droit. Donc elle s'arrête sur les marchés, sur les places de village autour de Dunkerque, et elle propose des expositions ambulantes et des ateliers d'initiation à l'art aux enfants. Alors, Station to Station, c'est un projet qui date de 2013, c'est l'artiste Doug Aitken. Alors Doug Aitken est un artiste mondialement connu, donc je l'ai mis dans les initiatives d'artistes, mais j'aurais aussi pu le placer dans les œuvres d'art ou même dans les galeries institutionnelles. Le projet Station to Station de Doug Aitken, c'est un grand happening nomade. C'est un train qui traverse les États-Unis, qui voyage de l'Atlantique au Pacifique en faisant 9 arrêts en cours de route. Et dans ces 9 arrêts, ils sont organisés des événements pendant une nuit, des événements spécifiques qui ont lieu tout le mois de septembre. Il y a autant d'artistes qu'il y a d'arrêts. Les prix de billets sont de 25 $. Ils sont vendus par les partenaires institutionnels de Station to Station. Le partenaire institutionnel, c'est le MoMA PS1. Les artistes exposés sont Alora Kadzila, Olafur Eliasson, Urs Fischer, Christian Jankowski, Ed Ruchet, Ryan Tercatin et bien d'autres. Pour son premier happening à New York, quand le train est parti,
la programmation proposait des apparitions de Charlotte Gainsbourg lors d'un concert, d'Ariel Pink, d'Erika Boracha et de Ryan Sawyer. Donc voilà le train. Donc là, on est carrément sur un autre projet, un autre budget, et un autre type de véhicule. Alors, autre initiative d'artistes, Elke Gallmeier. J'ai rencontré Elke Gallmeier à Berlin pendant le Covid. Je suis tombé sur une galerie mobile pendant le Covid, alors que j'étais à une terrasse de café. L'artiste berlinoise Elke Gallmeier a passé 3 mois à voyager autour des frontières extérieures de l'Allemagne pour y vivre, pour y travailler. Et son projet s'appelle Outlines. Donc ça, c'est le projet de Elke Gallmeier, où elle a parcouru toutes les frontières externes de l'Allemagne. Donc elle est passée en République tchèque, en Pologne, au Danemark, en Hollande, en Belgique, au Luxembourg, France, Suisse et Autriche. Elle a commencé son périple dans une petite ville bavaroise qui s'appelle Onnenberg. C'est la ville où elle avait grandi. À partir de 2015, elle est invitée par l'Universität der Kunst à Berlin. Et pendant la pandémie du Covid, les étudiants ne peuvent plus, en fait, organiser leur exposition de fin d'année. Donc leur professeur, Elke Gallmeier, va leur proposer de réaliser une galerie d'art mobile. Ils vont louer un camion et cette galerie va s'appeler Mobile Art Space. Donc ça fonctionne comme un lieu de présentation, de production artistique. Il est minimal, il est autonome. Il peut être positionné de manière flexible dans le paysage, évidemment essentiellement urbain. Donc le concept de subjectivité nomade est repris ici via la philosophe Rosi Braidotti. Alors je ne sais pas si vous connaissez la philosophe Rosi Braidotti, mais c'est une référence très importante pour la conception du mobile art space. C'est une subjectivité spécifique qui est en constante évolution, qui adapte sa position aux lieux situationnels respectifs. Donc Rosi Braidotti, je la cite, « La subjectivité nomade s'intéresse à déterminer des lignes de fuite, c'est-à-dire un espace de devenir créatif et alternatif qui se situerait non seulement entre les catégories mobiles, immobiles, indigènes, étrangers, mais aussi à l'intérieur de toutes ces catégories. » On a vraiment l'impression qu'elle part de toutes les galeries nomades. Alors ce féminisme nomade est inspiré par la philosophie de Gilles Deleuze et Félix Guattari, qui concevait le nomade comme un individu toujours en mouvement, qui se situe entre 2 points. Le nomade n'a pas d'identité fixe et stable, mais bien de multiples identités partielles et discontinues. Celle-ci aussi la capacité de créer des connexions transitoires. C'est ainsi en raison de ses habiletés à créer ce type de connexion et par son image de mobilité et de transgression que Braidotti conçoit le nomade comme une figure pertinente pour le féminisme et la subjectivité féministe. Elle propose aussi un projet politique féministe nomade. Donc ce nomadisme féministe permet d'échapper aux conceptions phallocentriques et cartésiennes du sujet. Alors voici différentes interventions des étudiants de Elke. Alors celle-ci, je ne sais pas si j'ai une autre image de celle-ci. Alors voilà la fameuse carte dont je vous parlais. Là, le camion, que vous voyez, ce qui est sur le camion, en fait, le camion se déplaçait dans la rue au ralenti, comme quand on arrive à un feu rouge, et en fait, l'artiste, elle peignait à l'extérieur le tableau. Donc en fait, le tableau, l'œuvre qui est sur le camion mobile, sur la galerie mobile, est réalisée en même temps que se déplace en fait la galerie mobile. Et une fois qu'il est réalisé, le camion s'arrête. Et sur le site internet de Mobile Art Space, vous trouverez ça. Donc vous trouverez en fait les différentes interventions, celles de Elke et celles de ses étudiants. Et tout est référencé. Oui, c'est un très beau projet qu'il fallait souligner. Alors nous arrivons à une deuxième catégorie, celle des galeries itinérantes créées par des galeristes. Alors le début des années 60 apparaît c'est peut-être un moment où émerge un certain nombre d'initiatives nomades dans l'espace public, héritées évidemment de l'idée du championne de la boîte en valise. Donc Robert Filliou va expérimenter un modèle de galerie en 1962, de manière détournée, la galerie légitime, une galerie dans un chapeau, présentée lors du festival des Misfits, c'est-à-dire le festival des désaccès à Londres. Les expositions faisaient dans un espace réduit et nomade, un chapeau que portait l'artiste. Le chapeau, cette galerie comportait des œuvres de Ben Vautier, Emmett Williams et Daniel Spoeri. Ce geste est quand même assez proche de celui de Marcel Duchamp et de sa boîte en valise,
à la différence près que Marcel Duchamp est le conservateur de son propre travail, tandis que Robert Filliou est l'organisateur de l'exposition. Cette galerie légitime préfigure chez Filliou un espace réel, donc la Cédille qui sourit, qui ouvrira en 1965 et fermera en 1968 à Villefranche-sur-Mer, un des premiers artist run space de la France d'après-guerre. Voici les différentes boîtes en valise de Marcel Duchamp. Et nous arrivons en 1962 avec la Moby Art Gallery à Londres de Nicholas Tridwell. Alors, il s'agit peut-être de la première, en tout cas de la première ou la plus ancienne structure nomade que nous connaissons. En tout cas, Nicholas Tridwell, qui est toujours vivant, l'affirme telle quelle. Il s'agit d'une mobile art gallery active entre 1962 et 1970. Le galeriste a inauguré sa galerie mobile en 1962. C'est une galerie installée à l'arrière d'un vieux camion de déménagement de meubles. Et à partir de 1965, il va posséder 3 galeries mobiles, dont une dans un bus à Impérial. Donc on voit là les 3 galeries mobiles qui vont voyager à Londres, Bradford et Vienne en Autriche, parce que Nicolas habite en Autriche en ce moment. Donc lui, il est né en 1937, il est toujours actif. J'ai une photo de mon ami Nicolas quelque part, on le voit. Alors il m'a même envoyé, je suis en correspondance avec lui, il m'a même envoyé 2 films de l'époque qui passaient au cinéma, des actualités pâtées, où on le voit conduire, on le voit arriver en ville. Il avait fondé en fait une galerie à Londres qui s'appelait la Nicholas Tridwell Gallery, et il vivait en fait dans une des pièces au sous-sol. Et après, quand il va arrêter en fait cette galerie mobile, il va acheter un hôtel particulier qui comportait 52 chambres, et après 2 années de travaux, il va ouvrir le Den and Hill, et il va fournir des logements et des ateliers aux artistes. Donc on a vraiment chez lui cette volonté de diffuser et de promouvoir les activités artistiques. Donc lui, il fonctionne comme un marchand ambulant. Il perpétue la tradition des camelots, mais au lieu de vendre des objets de peu de valeur, de la camelote, il vend des tableaux et des céramiques. Dans les 2 films que l'on voit, il y en a un qui est en couleur, on le voit avec sa femme aller au-devant des clients. Le véhicule est bleu. Il a peint en rouge et blanc Nicholas Tridwell Mobile Gallery. La galerie vient chez vous pour vous visiter. Et comme le souligne le commentateur, accordons au Tridwell que leur collection de peintures est représentative de l'art contemporain. Alors il faut être honnête, on est plus dans un esprit de brocante que dans l'esprit de galerie réelle d'art contemporain. Voilà notre ami Nicolas, qui est un joyeux luron lui aussi. Et c'est quelqu'un qui continue toujours alors il habite à Vienne maintenant, continue toujours d'œuvrer dans le monde de l'art. Alors, autre galeriste dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est Iris Clair. Donc Iris Clair a aussi, elle profitait du climat propice au nomadisme, mais aussi le climat qui profite aux audacieux, celui des années 60-70. Elle avait déjà inventé une biennale d'art flottante en 1964 à Venise, et elle va fonder le Stradart en 1970. Alors comme elle le précise dans un numéro de la quinzaine littéraire de 70, « Je mourais d'envie d'avoir des vitrines mobiles roulantes et de faire vraiment descendre l'art dans la rue. Et tout d'un coup, l'idée m'est venue au matin au réveil. Immédiatement, j'ai téléphoné chez Berlier et je leur dis « Je veux un camion transparent pour transformer mes expositions. Pouvez-vous le construire et à quel prix ?» Et on m'a répondu « Le camion existe. C'est un prototype unique qui nous a servi à montrer des groupes électrogènes à travers la France. Nous vous le vendons. C'est un Stradert que j'ai aussitôt, dit-elle, baptisé Stradart. Iris Clair fera aménager ce camion de 6 mètres de long sur 2,50 m de large, des spots bivoltage, de stores filtre au sol. Elle va faire vitrifier le plancher en chaîne, donc comme dans une galerie. Vraiment la volonté marquée de faire une galerie itinérante qui ressemble à une galerie fixe. Alors pour François Choisy, ce camion inaugure une forme nouvelle d'architecture mobile, légère, susceptible de s'intégrer dans des configurations sans cesse changeantes par le nombre et la disposition de leurs éléments. La critique ajoutera en posant la question à Iris Clair, savez-vous que vous étiez aussi à l'avant-garde de l'architecture et de l'urbanisme? Ce à quoi la galeriste va lui répondre, non, des idées comme celle-là, ils m'en viennent quand je suis habité. L'autre aspect de cette initiative est l'accès à l'art au plus grand nombre. Ce camion circulait dans toute la France et il va non pas au devant de son public, mais d'un public qui va devenir son public.
Elle interroge les relations entre le public provinciaux. Iris Clerc répond: les provinciaux sont beaucoup moins superficiels que les Parisiens. Ils ont le temps de réfléchir, d'apprécier. Ils ont plus de loisirs, mais ils sont mal informés. Rien ne remplace le contact direct. Donc voilà les articles dont je parlais sur Iris Clerc. Iris Clerc et son Stradart. Alors, autre initiative, c'est un galeriste qui s'appelait Chez Mohamed en 2017 pour la foire Paris International qui avait lieu à Paris. Il avait repris cette idée de la galerie mobile, celle d'Iris Clerc. Il voulait installer un camion et en fait, il a installé en fait une voiture en face des portes de la galerie, d'une limousine avec le coffre qui fait office de galerie. Alors, autre projet aux États-Unis, la galerie Cécimos, Gaz. Cécimos, c'est une plateforme mobile autonome. Gaz collabore étroitement avec des artistes, créant des connexions entre les habitants et la communauté artistique. Et chaque année, il propose une exposition thématique comprenant des œuvres présentées dans un camion. Toutes les expositions donnent lieu à une édition. Il existe une pléthore de galeries d'art mobile aux États-Unis. Souvent repris d'ailleurs par des étudiants pour promouvoir leurs travaux. On reprend ici le modèle des différentes galeries itinérantes que l'on a vues précédemment chez les artistes. Elle aussi a acheté ce camion sur Craigslist, c'est une camionnette Chevrolet P30 de 1993 qui était mise en vente par un habitant d'Austin. Et elle circule dans Los Angeles. Elle a installé des nouveaux luminaires, ouvert les doubles portes à l'arrière. Et comme elle dit, j'ai eu beaucoup de chance à propos de la découverte de cette camionnette. Cécile Mott se présente comme la directrice et chauffeuse du camion, tandis que sa chienne Rosie, que nous voyons là, a été récemment nommée directrice des ressources humaines. Alors ça n'a pas le cachet d'une vitrine à Culver City ou à Silver Lake, mais comme elle dit, posséder une galerie d'art dans un camion, ça a beaucoup d'avantages. Vous n'avez pas à payer de loyer, vous pouvez aller où vous voulez, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez et vous pouvez engueuler qui vous voulez sur la route. Alors, les galeries d'art itinérantes faites par des institutions, sûrement la première, 1978, la Travelling Gallery, qui est une initiative en Écosse du Scottish Art Council. Le premier véhicule est un bus à impérial reconverti avec son bord un curateur-chauffeur. Suite au succès grandissant de cette initiative en 1983, le Scottish Art Council va investir 60 000 livres sterling supplémentaires dans ce projet. En 1996, la gestion de la galerie itinérante se fera avec l'aide de la ville d'Édimbourg. 10 ans plus tard, la Travelling Gallery obtient d'importants financements de la part de la Loterie nationale, 173 000 livres sterling, de la ville d'Édimbourg, 100 000 livres sterling en plus, auquel s'ajoute la participation du fonds ADAPT, c'est-à-dire les Amis de la ville d'Édimbourg. Cet argent va permettre de remplacer l'ancien véhicule, le remplacer par celui-ci, parce que l'ancien il avait 25 années de service quand même, et celui-ci a été inauguré en 2007. Pour célébrer les 40 ans de la Travelling Gallery, l'artiste Douglas Gordon, je rappelle que Douglas Gordon est écossais, a exposé à la Black Box Stage Stock du 17 août au 30 novembre 2018, et il va travailler avec un autre artiste qui s'appelle Mike Collins, surnommé le Ménestrel, et ils vont créer une série de performances collaboratives qui vont être filmées, c'est-à-dire Mike Collins est déguisé en ménestrel, il chante en dehors à l'arrière du bus pendant que Gordon le filme. On a ici les costumes à l'intérieur, les vidéos qui sont présentées dans la galerie, au fond de l'écran. Et en mars 2019, il y aura une autre exposition qui, elle, va parler des problèmes migratoires et de la crise des réfugiés. Autre initiative institutionnelle, donc le FRAC Franche-Comté depuis 2015, qui s'appelle, alors c'est une galerie mobile qui s'appelle le Satellite. Alors il s'agit d'un camion itinérant conçu par l'architecte Mathieu Herbelin, donc destiné à recevoir les œuvres du FRAC, puisque c'est quand même aussi la mission du FRAC, et il se déplace à l'invitation des collectivités, des associations, des structures culturelles, des établissements scolaires, et permettant de favoriser l'accès à l'art contemporain et sa démocratisation.
Tout est fait pour accueillir le mieux possible le public à travers un médiateur qui invite à dialoguer et à échanger autour des œuvres présentées. Je ne sais pas si j'ai d'autres images. Non, j'en ai pas d'autres. Mais voici par exemple une autre initiative qui a débuté en 2014, le Bento, donc l'agence culturelle de Lyon, qui a aménagé un véhicule dans l'espace d'exposition et qui sillonne tout le département de Lyon à la rencontre des publics. Ils ont appelé ça le bento parce que le bento bako en japonais signifie boîte à nourriture. Et là, il s'agit d'une boîte pour nourrir l'esprit et développer le sens artistique. La ville de Vitry-sur-Seine, via les écoles municipales, ont créé une toute petite galerie comme une petite boîte qui s'appelle le Mobilhome depuis 2016 et qui se déplace d'école municipale en d'école municipale pour y présenter quelques projets artistiques à vertu pédagogique. Et on va passer à un autre format d'exposition, le Centre Pompidou Mobile depuis 2012. Alain Seban, directeur du Centre Pompidou à l'époque, est à l'initiative de ce musée mobile composé de 3 chapiteaux conçus par Patrick Bouchin. L'idée de rendre l'art accessible à tous, l'exposition inaugurale du Centre Pompidou Mobile ouvre ses portes le 18 octobre 2012 avec l'exposition intitulée La Couleur. Elle présentait des œuvres majeures des plus grands maîtres de l'art moderne, Fernand Léger, Georges Braque, Henri Matisse, Picasso, Calder, ainsi que 14 pièces d'Olafur Eliasson. Le Centre Pompidou Mobile a stationné pendant 3 mois à Chaumont. Il est allé à Cambrai dans le Nord, à Boulogne-sous-le-Mer dans le Pas-de-Calais, et il a fait une halte à Libourne en Gironde. Donc c'est l'esprit des chapiteaux forains, des cirques ambulants, que l'architecte Patrick Bouchin a conçu, un espace de 650 mètres carrés qui s'organise autour de 3 modules destinés à l'accueil du public et des groupes scolaires. Léger, flexible, cette structure peut s'adapter à tous les lieux, sans nécessité d'implantation permanente et de lourds investissements. Il faut un espace de 3000 mètres carrés nécessaire pour accueillir cette structure. Donc voilà à quoi ressemble le centre Pompidou Mobile. Donc un petit musée modulable, transformable, qui, comme il est dit dans le communiqué de presse, faisait la joie des populations locales. C'est curieux comme genre de phrase. Alors, autre initiative aux États-Unis, récente, puisque c'est depuis 2023, c'est le Virginia Museum of Art, qui a créé son propre espace d'exposition mobile. Donc c'est un camion qui a été généreusement financé par le Commonwealth en Virginie. Il a à l'intérieur l'espace de 100 mètres carrés et un espace additionnel en extérieur. Cet espace d'exposition a été conçu par l'entreprise Kentucky Trailer et il y a aussi un espace interactif qui a été payé par la société X+. Le directeur du musée, qui s'appelle Alex Niegers, nous dit qu'en plus du campus de Richmond où les visiteurs peuvent profiter de nos collections d'art permanentes et de nos programmes éducatifs 365 jours par an, le Virginia Museum of Art s'efforce de faire découvrir l'art aux 4 coins du Commonwealth. Voilà, donc on est une fois de plus dans une volonté d'accès à la culture au plus grand nombre. PSA, Pepperline Studio Art Mobile Truck Gallery, en fait c'est une émanation de l'université Pepperdine qui est elle-même dépendante du Lisa Smith Wangler Center of Art à Malibu en Californie. C'est un peu compliqué, mais en fait c'est une université qui a créé sa galerie d'art mobile pour les expositions des étudiants, tout simplement. Alors, les galeries mobiles privées et les marques. Alors ça, c'est le métro de Moscou et ça, c'est le train de propagande. J'en parle parce que on va parler, j'y reviendrai après. Le MUMO, le musée mobile depuis 2011, Ingrid Brochard, qui est à l'initiative. Elle est fondatrice du magazine Be Contemporary. Elle est créatrice d'émissions de télé sur l'art contemporain. Et elle est à l'initiative de ce musée itinérant destiné à accueillir aussi des enfants de 6 à 12 ans et plus particulièrement ceux qui se trouvent éloignés socialement et géographiquement de l'accès à la culture. Il existe une première version de ce véhicule conçu par l'architecte Adam Calquin, spécialiste dans la transformation des containers. Et il existe une seconde version en 2017, qui est celle-ci, conçue par Nathalie Crasset. Le camion sillonne les routes de France avec des partenariats effectués avec plusieurs FRAC et avec le CNAP.
Ce camion est appréhendé comme un espace de convivialité. Il fait 40 mètres carrés d'espace partagé, un lieu de partage, une bibliothèque, un espace avec une dominante que l'on voit blanche, des simèses modulables avec des tasseaux. Une autre partie du camion, dominante rouge, est un espace intérieur fait office d'auditorium destiné à la projection des vidéos. C'est ce qu'on voit au fond. Le Rise Architecture, ça c'est en Corée, à Séoul. C'est la Box Mobile Gallery en 2011, créée par une agence Rise Architecture qui a été constituée par Chok Hee-chung et Yong Yang. C'est une première installation qui a eu lieu en fait dans les rues où se trouvent des petites maisons. L'idée de Wise Architecture est, selon leurs propos, de créer une expérience urbaine agréable en tant que transformateur urbain. Donc la galerie a la particularité d'être souple, d'être facilement transportable dans la rue. Elle se compose uniquement de 12 panneaux avec un système de charnières souples permettant la reconfiguration spatiale et de s'adapter aux différents sites. Donc c'est un des projets qui a été très remarqué en Corée. Ils ont exposé, là ils exposent en fait, dans un endroit très particulier à Séoul. Ils sont juste en face de la maison de Yin Chang. Et Yin Chang, c'est le Rimbaud coréen, c'est le poète le plus célèbre du pays, qui est mort en 1937, pardon. Et sa maison a été restaurée assez récemment. Et l'exposition présentait des dessins de différents artistes. Donc c'était une exposition qui était pensée comme un lieu de prolongement de la maison de Yin Chang. Alors c'est assez beau, hein, le soir aussi, ils ont joué sur les éclairages et les lumières. Autre projet, celui de l'agence Studio Tid, la Kunstmobil, qui est basée à Vienne. C'est un petit camion transformé en galerie d'art, se déplaçant dans les différents quartiers de la ville. C'est un camion qui dépend en fait du MUMOC, donc du musée d'art moderne de la ville, et le design graphique que l'on voit sur le camion a été fait par le graphisme du MUMOC et par un collectif qui s'appelle Jan. Alors c'est un camion qui sert essentiellement en fait pour quelques expos, mais surtout pour un DJ itinérant. Autre projet, celui de Chanel et de Karl Lagerfeld, la Mobile Art Chanel. Donc c'est un musée d'art contemporain dessiné par l'architecte Zaha Hadid sur une idée originale de Karl Lagerfeld. Non, original, on a vu que c'était pas très original, mais original. Construit à l'initiative de la maison de haute couture. Donc les artistes ont été sélectionnés par Fabrice Bousteau, le directeur en chef de Beaux-Arts Magazine. Une bande-son a été créée à l'occasion et enregistrée avec la voix de Jeanne Moreau. Le musée fait 29 mètres de long, 45 mètres de large, 6 mètres de haut, 720 mètres carrés de surface au total. Il y a une terrasse d'accès qui se déploie de 128 mètres carrés, un atrium, un puits de lumière central. Le musée est un assemblage de 700 pièces uniques dont la taille maximale est de 3 cm et des épaisseurs de 2 mètres de long. Tout cela est transportable en container et une fois démonté, ce mobile art remplit exactement 56 containers et son montage et démontage nécessitent 15 jours de manutention. Les œuvres d'art et installations, donc on n'est pas vraiment dans un projet très écologique, hein. Les œuvres d'art et installations présentées par la vingtaine d'artistes répondent à un cahier des charges très précis. Il s'agit de s'inspirer du mythique sac Chanel 2,55. Donc se sont prêtés à ce jeu, enfin prêtés, loués ou vendus au jeu, des artistes comme Araki, Buren, Wim Delvoye, Sylvie Fleury, Fabrice Hibert, Yoko Ono. Par exemple, Araki proposait des femmes nues ligotées dans des chaînes sur le sac. Wim Delvoye, c'était 2 porcs naturalisés dans le sac. Sylvie Fleury, c'était une ouverture géante de sac à main. Bon, il s'agit d'un musée qui est à la fois une manière de véhiculer finalement la marque Chanel, une ode à la marque, à ses produits, à travers cet objet musée mobile, mais à travers les objets exposés. Autre projet de galerie mobile provenant de marques, donc là provenant de la marque Uber et de Société 6, qui se sont associés pour créer la Mobile Art Gallery à Los Angeles. Donc Société 6, c'est une entreprise qui propose à ses clients des œuvres d'art à prix abordable, des t-shirts, des coques de téléphone. C'est un peu l'équivalent de Yellow Corner ou de Lumas, si vous voulez. Et Uber, une entreprise qui propose des services de livraison de personnes, taxi, des livraisons de plats à domicile, les Uber Eats.
L'association des deux entreprises donne comme résultat un camion de 12 mètres, proposant des expositions d'artistes, des prestataires de services. Donc Uber propose un camion livraison à domicile. Les deux entreprises n'ont pas oublié l'aspect commercial, donc ici tout se vend, tout s'achète, les coques de téléphone, les sacs, les horloges, les œuvres des artistes réalisées souvent sur place. Donc l'objectif annoncé, c'est, donc je reprends vraiment les termes qu'ils mettent sur leur site, l'objectif est de développer notre mission d'opérateur indépendant en amenant une créativité collective de nos deux entreprises dans les rues, une vraie mode Uber. Cet objectif a été atteint grâce à un container de 10 mètres transformé en galerie d'art mobile hautement raffinée que nous avons déplacé dans les rues animées de Los Angeles. Nous avons mis en vedette des artistes locaux de la société 6 avec des artistes partenaires du projet pilote Uber. Des centaines d'habitants de Los Angeles sont venus nous voir à pied, à vélo et bien sûr en Uber. Donc voilà. Donc les œuvres d'art ne sont que des prétextes à vendre autre chose que des services de distribution à la personne ou de nourriture. Donc voilà, les gens très ravis d'avoir acheté une coque de téléphone. Alors l'autre projet, il s'agit d'un train, le Jambin Shinkansen, en 2016 par la société de East Japan Railways, donc qui a transformé un train qui est présenté comme la galerie la plus rapide du monde. Il s'agit d'un train à 30 vitesses qui relie Echigo Yusaga à Niigata. Elle héberge une galerie d'art contemporain, japonais et international. Alors le nom de Jambin Shinkansen n'est pas anodin parce que Jambin en japonais ça veut dire art contemporain. Alors la compagnie n'hésite pas à présenter le train comme étant le train galerie du monde, le plus rapide du monde et sans conteste aussi un des premiers trains. Alors leur communication est assez floue. Alors ils annoncent ça comme étant le premier train galerie au monde et le plus rapide. Alors le plus rapide sûrement, mais le premier, non, parce que le premier, c'est celui-là. C'est le train de propagande soviétique de 1917. Et les Russes, on voit en 2014, exposent aussi des œuvres dans le métro, avec des vraies expositions. Donc, bon, tant pis pour la communication de nos amis japonais, mais il ne s'agit pas de la première galerie en train. Alors bon, c'est une galerie qui dispose d'espaces de jeu. Il y a une boulangerie, il y a un café. Les parois extérieures du train sont aussi décorées par des clichés de japonais. Alors, il y a une offre commerciale, évidemment. Le tarif, c'est 1020 yens, c'est-à-dire 8,20 € pour faire un trajet de 3,7 km. Et il y a un tarif de 100 $ américains pour un voyage complet de Tokyo à Niigata. Donc, il faut vraiment en profiter. Autre projet, celui d'un bateau, la fondation Art Explora, qui propose des expositions sur un bateau. Donc, c'est un catamaran, annoncé aussi comme le premier bateau musée du monde. Donc, conçu par les architectes Axel de Beaufort et Guillaume Verdier. Donc, il peut accueillir chaque jour 2000 personnes à bord. Et il propose des expositions immersives conçues avec la collaboration exceptionnelle du musée du Louvre et une expérience sonore développée avec l'IRCAM et des résidences d'artistes embarqués. Donc vous allez voir ce que c'est que les expositions d'Art Explora. Donc c'est absolument phénoménal. Donc voilà, donc les expositions immersives. Donc ils n'ont d'immersive que le nom et d'exposition que le nom aussi. Donc voilà, et avec l'IRCAM, vous pouvez mettre des écouteurs et vous mettre sur le pont du bateau et écouter de la musique, c'est absolument merveilleux. Autre projet, The Grand Lux, en 2013, c'est une galerie flottante. En fait, il s'agit d'un yacht d'une valeur de 40 millions de $, qui est amarré au port de Saint-Pétersbourg aux États-Unis. Oui, parce qu'il y a une ville qui s'appelle Saint-Pétersbourg aux États-Unis. Et le navire est conçu pour être une galerie d'art flottante haut de gamme. Alors en fait, c'est plutôt un espace de location, en fait. Donc ça, c'est le capitaine du bateau, qui dans une émission ABC News explique que c'est absolument formidable. Et voici l'exposition. Avec des murs modulables, dans lesquels en fait des stands de galeries, c'est plus une foire d'art contemporain flottante, si vous voulez. Alors après, un des derniers catégories, le lieu comme œuvre. Alors Bansky en 2013 avec Mobile Waterfall. Donc il avait transformé un vieux camion en espace d'exposition qui circulait à East Village jusqu'à Harlem.
Donc Mobile Waterfall, c'est la cascade mobile. Donc c'est un diorama vivant en fait à l'intérieur du camion. Donc c'est un paradis vert miniature avec des plantes, avec un pont miniature. Il y a même une cascade. Alors il y a une cascade qui pompe 83 litres d'eau par minute. Hein. Là aussi, on est dans un projet pas très écologique. Et comme souvent, avec les interventions de Banksy, il y a un monde absolument considérable qui vient voir ce qu'il a réalisé. Évidemment, tout le monde vient filmer. Autre projet qui est non pas une galerie d'art mobile, donc voilà Banksy. Il s'agit de Erwin Wurm, donc là c'est une véritable œuvre d'art en fait. Donc Erwin Wurm a réalisé le Curibus, il y a 2 versions, en 2015 et une en 2018. Donc ce sont des véhicules détournés, des bus ou des camions. Voilà, donc on les voit avec ses assistants en train de réaliser cette galerie mobile. La Curibus est un combi Volkswagen transformé en distributeur obèse de saucisses. Voilà, alors ça distribue réellement des saucisses. Hein. Et voilà la 2e version. Donc c'est une œuvre d'art à part entière qui distribue jusqu'à 1200 hot dogs tous les week-ends. Voilà. J'aime bien finir sur les hot dogs. Alors, conclusion. Ce qui semble réunir presque toutes ces initiatives, finalement, c'est le désir d'un rapprochement d'un public éloigné de l'art. On l'a vu. Un désir de rendre l'art accessible à tous. Ça, c'est indéniable. Ce qui pensant pas, c'est évidemment, ça rappelle la feuille de route du ministère de la Culture de 1959, sous la direction de Malraux, et qui avait été rappelée sous la direction de Christine Albalen en 2020. Mais avant tout, il ne faut pas confondre les initiatives d'artistes comprenant les studios ambulants, les studios photographiques, les espaces d'exposition mobiles. Il y a les galeries mobiles que l'on distingue, les initiatives mettant en avant le projet d'artiste invité, les initiatives faisant la promotion du travail de l'artiste, à l'origine de projet. Ce qui est le plus remarquable dans toutes ces initiatives, c'est ce principe même de nomadisme, l'approche du public différente, les lieux fixes, les galeries d'art, les artistes run space et les galeries nomades ont tous un même objectif, mais les galeries nomades vont à la rencontre d'un certain public, même de publics très différents. L'engagement politique est aussi différent avec les galeries nomades. Alors, évidemment, si on met de côté les initiatives privées, parce que là, les objectifs sont quand même tout autres. Hein. On peut quand même souligner des initiatives institutionnelles, comme celle du FRAC Franche-Comté, et puis la Travelling Gallery fait en Écosse, à partir de 1978, qui est un vrai succès, parce que ça fait quand même plus de 40 ans que ça fonctionne, mais maintenant presque 50. Et puis, les différentes galeries hybrides, nomades, et les galeries commerciales, qui, elles, ont adopté les modèles de galeries itinérantes. L'objectif, c'est de répondre par la flexibilité aux difficultés économiques du champ entrepreneurial. La terminologie employée par l'initiateur de galeries itinérantes est souvent détournée. Les termes de mouvement, d'échange, de solutions, de rencontres, citoyens, communauté, dynamisme, travail partagé. Ces lieux, ces galeries nomades commencent à être repérés de plus en plus par les institutions. Il y a un travail de défrichage qui avait été fait via les Artist Run Space, via les lieux gérés par les artistes. Et depuis plusieurs années, les initiateurs de galeries mobiles méritent d'être connus et reconnus. Certains élus l'ont bien compris, et ils ont bien compris que le rapprochement entre les populations parfois éloignées de l'art, financièrement, socialement, idéologiquement, peuvent non pas aller à la rencontre, mais croiser la route, rencontrer les chemins des formes artistiques de qualité. Le tout souvent accompagné d'un appareillage pédagogique. Parce qu'il faut quand même s'apercevoir que tous ces artistes qui interviennent sont aussi des gens qui ont aussi un certain savoir et font aussi de la médiation. Alors aujourd'hui, l'heure est aux économies. Le milieu de la culture est en première ligne. Donc il est à craindre que les initiatives d'artistes en pâtissent, comme en pâtissent aujourd'hui de nombreux lieux d'exposition, de festivals. L'avenir laisse entrevoir des heures sombres. Celles où seules les grandes structures institutionnelles feront sûrement l'objet de financements publics, mais il est à craindre que le ministère de la Culture ne soit plus là que pour participer au financement de quelques grands musées, Louvre, Orsay, Beaubourg, Palais de Tokyo et quelques autres, laissant aux collectivités locales la responsabilité du financement de toutes les autres structures et établissements culturels. Notons qu'il en sera de même pour les écoles d'art, prêtes à des coupes budgétaires conséquentes.
La question qu'on peut se poser, c'est donc, sommes-nous prêts à vivre dans un pays qui, sous le poids des négociations, est prêt à perdre une politique publique volontaire, non lucrative, prête à vendre une vitalité, un dynamisme de la création contemporaine dans tous les territoires dans lesquels elle se déploie? Je vous remercie. Eh bien, merci Frédéric Vincent. Est-ce que vous avez des questions? Super. Merci Florent. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très contente d'être là à cette conférence parce que j'avais oublié que c'était ce soir et heureusement que j'avais un livre à ramener. Merci beaucoup, c'est hyper nourrissant comme présentation. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de galeries nomades ou procédé en tout cas qui permet de montrer de l'art au-delà des murs. Et je me suis demandé en fait si les artistes créaient spécialement pour la galerie ou si la galerie s'en fichait et prenait déjà le format de l'artiste. Et en fait j'ai un peu l'impression qu'on s'en fout, vu qu'on peut même partager des hot dogs avec Erwin Wurm. Et je me demandais s'il existait des artistes qui avaient leur atelier nomade. Ah ouais, ça non, j'en ai jamais vraiment rencontré. Alors sur les œuvres, oui, en fait, ça dépend des lieux, en fait. Par exemple, si on prend un exemple comme La Borne, dans la région à Orléans, avec le pays où le ciel est toujours bleu, et dans la région centre, les artistes, en fait, font souvent des œuvres pour le lieu. Mais après, dans les galeries, beaucoup de galeries qu'on a vues, dans les galeries nomades aux États-Unis, ce sont des expositions en fait. Donc c'est plutôt le galeriste entre guillemets ou l'artiste qui a choisi des œuvres et qui les expose en fait. Il y a vraiment les deux aspects, des œuvres réalisées exprès pour le lieu, et puis des œuvres qui ont été faites et qui sont exposées comme dans une galerie, sauf que cette galerie elle a des roues en fait, tout simplement. Quoi, voilà. Après un atelier, non, j'en ai jamais rencontré d'atelier nomade. Si avec Fabienne Verdier, elle a fait un petit mécanisme pour aller peindre dans la nature. Oui, alors c'est vrai que si on reprend l'idée des impressionnistes et puis des artistes qui peignent sur le motif, il y a il y a les gens qui ont leur matériel, voilà, il y a cette idée de nomadisme, oui, voilà. Oui, mais Fabienne Verdier, c'est des choses beaucoup plus grandes. Ouais, c'est des immenses pinceaux qu'elle crée. Ouais. Bon, voilà. Et il y a aussi, si je peux me permettre, il y a aussi l'expérience du musée au train en Limousin qui a eu lieu dans les années, je ne sais plus quelles années, mais 70-80, qui était une exposition qui a eu lieu dans un wagon qui circulait dans les campagnes. Hein, années 80, ouais. Avec des œuvres d'artistes contemporains. Contemporains, ouais, j'ai pas tout mis parce que j'ai enlevé tout ce qui était les trains. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a une espèce de bug avec les Russes, parce que il y a eu toute une expérience avec les trains en fait à un moment donné, et qui s'est arrêté assez brusquement à la fin des années 80 en fait. Mais le véhicule le plus utilisé, ça a été le bus en fait. Le bus et puis le van en fait, l'espèce de voilà qui est très modulable, qui permet aussi de circuler en ville aussi. Mais ce qu'il y a d'assez formidable dans tous ces lieux, c'est aussi le fait qu'ils vont dans des endroits à la rencontre de public, mais aussi dans des endroits, ils vont aussi à la rencontre de paysages. Ils vont à la rencontre de complètement autre chose, c'est beaucoup plus riche en fait. Donc c'est assez extraordinaire. Et puis ce qui est fou, c'est de voir les différences qu'il y a. La palette est assez énorme. Parce qu'on passe vraiment des œuvres d'art amateur jusqu'à des œuvres d'art contemporain les plus pointues, quoi. Et inévitablement, il y a toujours parce que l'art c'est une question de moyens. Et on s'aperçoit avec le projet Station to Station de Doug Aken, avec des artistes comme ça mondialement connus, avec ce train. Avec ces néons lumineux là qui traversent les États-Unis, qui est complètement assez hallucinant, ou comme le centre Pompidou mobile,
C'est quand même... on pouvait penser aussi au musée précaire albinet de Thomas Hirschhorn. Hein. Mais quand Thomas Hirschhorn doit mettre un Fernand Léger dans son musée précaire, ça devient très compliqué, parce que là, c'est les assurances, donc ça veut dire la sécurité. Tandis que dans toutes les autres, on ne parle pas de ça, en fait. Ça va de soi. Donc il y a une certaine légèreté qui est perdue, en fait, avec ces très gros projets. Et c'est ce qui est bien avec tous les autres, c'est que finalement, il y a presque une légèreté et une insouciance, en fait, qui est assez belle. Merci.